Bonjour, je poursuis en fait mon rattrapage de révision, on va dire, avec un nouvel essai sur le Japon. En l'occurrence, il s'agit de Le Japon, Histoire et Civilisation de Philippe Pelletier, sa deuxième édition plus précisément. C'est un livre de la collection Idées reçues du Cavalier Bleu. Il date de 2008 et fait 127 pages. Je suppose que mon intérêt même pour le Japon, son histoire et sa civilisation témoigne de cet aspect clé envisagé dans ce petit ouvrage du géographe Philippe Pelletier, qui est que, pour un occidental, et donc pour un français, d'aucuns diraient même plus particulièrement peut-être, le Japon occupe une place très particulière dans les représentations que l'on se fait du monde, à savoir qu'il est à la fois l'incarnation la plus marquée de l'exotisme, ce pays aux antipodes où littéralement tout est différent, voire frontalement opposé, presque comme si c'était fait exprès, et le miroir dans lequel aime à se mirer l'Occident, quitte à ce que ce soit pour en frémir. Cette combinaison de deux rapports a priori antagonistes n'est pas pour rien dans la fascination que le Japon peut exercer sur les Occidentaux, sur les Français, sur le Népal. À vrai dire, le Japon se prête même particulièrement peut-être à ce genre de figuration à la limite de l'oxymore, et en tout cas nous en connaissons bien d'autres exemples, entre tradition et modernité, etc. Ce rapport ambigu, éventuellement à mettre au pluriel, a cependant son corollaire, la très forte tentation de succomber aux idées reçues. Une caricature sans cesse répétée au point où on l'intègre sans plus la questionner, comme constituant en tant que tel un fait objectif, observable, observé. C'est l'objet même de cette collection aux éditions du Cavalier Bleu, sur la durée d'un que sais-je approximativement, mettre en lumière ces idées reçues, ce prêt à penser, pour les creuser quelque peu et déterminer si elles ont le moindre degré de pertinence, ce qui n'est en fait pas toujours exclu. Simplement, quelques précautions sont à prendre. Ici, j'ai envie de commencer cet article assez largement, en développant une question préalable assez générale, donc, qui n'est pas formellement aussi importante dans le présent ouvrage, mais qui me paraît en expliquer l'intérêt tout particulier. Je ne chronique donc pas tant le livre que ce qu'il m'évoque de plus intéressant, au fond. La tentation du stéréotype, voire du préjugé, a quelque chose d'instinctif. Peu y échappent, encore moins sur des sujets qu'ils ne maîtrisent guère, et c'est bien mon cas sur quantité de questions, dont le Japon, son histoire, sa civilisation. Ou ses civilisations, puisque le titre du présent ouvrage avance le pluriel. Le « ils sont fous ces Romains » d'Obélix est très tentant quand on envisage le Japon, hélas sous la forme bien moins amusante d'une mauvaise blague grasse où la xénophobie peut percer sous-jacente. À moins qu'il ne s'agisse de formuler un compliment, négatif ou positif, avec charge affective ou pas, un stéréotype demeure un stéréotype. Le Japon est un objet de fascination pour les Européens, oui, et ce depuis fort longtemps, comme en témoigne le très chouette livre La découverte du Japon. Des fantasmes de Marco Polo sur la mythique Cipango, au rapport aussi enthousiaste que déterminé de François Xavier et de ses frères jésuites, l'Europe avait eu le temps, jusqu'à l'aube du XVIIe siècle, mais surtout durant le XVIe, de se forger des images du Japon qui, déjà, passionnaient, enchantaient, horrifiaient ceux qui n'y avaient jamais mis les pieds, mais n'en dissertaient pas moins à longueur de traités édifiants, ce que je fais d'une certaine manière. En fait, la fermeture de l'archipel durant l'époque d'Edo, même si pas totale, a pu renforcer ces lectures plus ou moins fondées en jouant de la carte du mystère, autorisant la perpétuation de toutes les représentations, et d'abord des plus erronées. Bon sang, même le marquis de Sade a commis une dissertation sur le Japon, avais-je découvert émerveillé, il y a quelque temps de cela. Mais la situation a commencé à évoluer avec, en 1853, l'arrivée des vaisseaux noirs du commodore Perry, contraignant le Japon shogunal à s'ouvrir sur le reste du monde, élément crucial qui déboucherait bientôt sur la restauration de Meiji, en 1868, avec un double mouvement d'industrialisation, modernisation, occidentalisation à marche forcée, supposé en même temps garantir l'indépendance et l'identité du Japon, désireux, pour ne pas devenir colonie, de se muer lui-même en puissance colonisatrice à la pointe de la civilisation, selon les critères évolutionnistes de l'époque au sens de l'anthropologie sociale. Les échanges avec l'Occident via notamment nombre de savants et d'ingénieurs invités à venir au Japon, tandis que des Japonais se livraient à de longs voyages en Europe ou aux États-Unis pour y apprendre et ramener dans l'archipel le fruit de cet apprentissage, ont forcément eu un impact quant à tous ces rapports et aussi toutes ces représentations. Les biais n'en demeuraient pas moins, y compris chez ceux qui se rendaient au Japon. Un Pierre Loti a pu se montrer sarcastique, un Lafcadio Hearn enthousiaste, les deux écrivains n'en avaient pas moins eu recours aux stéréotypes, même sur la base de renseignements de première main. La mode du japonisme, le goût des artistes européens pour l'art nippon y ont participé. La crainte du péril jaune, renforcée par la victoire inattendue du Japon contre la Russie en 1905, pas moins. Le mouvement de Meiji ambivalent en a en fait joué, instaurant un comportement appelé à se prolonger bien plus tard.
Il s'est agi pour les intellectuels japonais de reprendre les stéréotypes que les Occidentaux appliquaient au Japon, qu'ils soient positifs ou négatifs, pour les considérer effectivement pertinents, mais de manière unilatéralement laudatrice, et comme caractérisant intrinsèquement la singularité japonaise, valeur cardinale à défendre entre toutes. On peut prendre l'exemple du groupisme. L'Occident avait de longue date véhiculé l'image d'un Japon encore féodal, où, littéralement, l'individu n'existait pas, contrastant avec l'Europe des Lumières et du libéralisme, un cliché appelé à durer chez le Kidam, que celui qui n'a jamais été interloqué par des touristes japonais marchant au pas dans Paris me jette le premier appareil photo. Mais cette mauvaise blague, pardon, en témoigne, ce constat pouvait s'accommoder de connotations sacrément négatives. Mais aussi bien positives en fait. Il a été tentant pour certains essayistes japonais d'en faire une gloire, s'opposant à l'individualisme supposé forcené de l'Occident et associé à d'inévitables corollaires tels que l'égoïsme et indirectement le matérialisme. Le groupisme devient alors une vertu, et au-delà un trait caractéristique de l'identité japonaise forcément singulière. Or, ce genre de réflexion connaîtra son apogée bien après Meiji, après même la guerre, dans un tout autre contexte. Durant la haute croissance des années 60, puis la croissance un brin ralentie mais toujours très forte des années 70 et 80. Après quoi, la transmission plus marquée de la culture populaire japonaise via les mangas, etc., changera encore la donne, je suppose, ainsi que les difficultés dues à la bulle. On parle à cette époque, au Japon aussi bien qu'en Occident, d'un miracle économique japonais. En fait, pas si miraculeux car de nombreux facteurs peuvent l'expliquer, on y reviendra. Que ce soit par crainte ou par envie, de l'extérieur ou par autosatisfaction à l'intérieur, des essayistes cherchent les clés de cette réussite qu'ils entendent souvent réduire à un critère unique, déterminant. Ce discours, quand il se veut intérieur et positif, c'est ce que l'on appelle au Japon les Nihonjinron, un genre éditorial à part entière. En français, et sauf erreur, à l'initiative justement de Philippe Pelletier, on rend ce terme par nippologie. Et c'est un genre florissant qui connaît encore de nombreux avatars aujourd'hui. Toute société sans doute tend à se définir dans un double mouvement. La communauté met en avant les traits qui rapprochent les membres la composant et, sans forcément d'hostilité, pointe en même temps ce qui la distingue des autres communautés. En cela, le Japon n'a rien de bien original. Mais la place importante occupée par les nippologies dans les préoccupations de la société japonaise donne tout de même l'impression d'une société à la fois très curieuse d'elle-même et, probablement, très curieuse aussi de l'image qu'elle donne aux autres, non sans une vague anxiété le cas échéant ou un réflexe défensif. Reste que cela ne facilite pas l'appréhension la plus sereine et objective de la société japonaise. À l'extérieur comme à l'intérieur, les stéréotypes sont légion. Et ils n'épargnent certes pas la sociologie même du Japon, chez des auteurs par ailleurs sérieux ou du moins jugés comme tels. J'avais eu l'occasion, sur ce blog et sur cette chaîne YouTube je crois aussi, de rapporter ma lecture de Le Chrysanthème et le sabre de Ruth Benedict. L'anthropologue américaine, dans sa perspective culturaliste, était portée à l'essentialisme, cherchant des critères clés, au fond sur le mode alors pas identifié formellement des nippologies, et ce au moment crucial de la défaite annoncée du Japon face aux Américains, devant très vite déboucher sur l'occupation de l'archipel. Essentiellement, le binôme Giri-On, associé aux principes hiérarchiques. L'ouvrage demeure intéressant, j'en suis convaincu, y compris ou ne serait-ce que dans le champ des représentations, mais il est décidément à manipuler avec précaution. Pas davantage cependant qu'un autre classique d'origine japonaise, celui-ci est postérieur, La Société japonaise de l'anthropologue Nakane Chie, qui a fond dans le mouvement Nihonjinron. C'est un livre abondamment traduit et toujours lu, qui n'a pas été pour rien dans la propagation du mythe d'un Japon caractérisé par une classe moyenne hégémonique dans une sociologie verticale. Mythe largement remis en cause depuis par les sociologues plus récents, et qui pourtant demeure très prégnant, même après la bulle et son éclatement, au Japon comme en Occident, dans la classe politique comme dans la société civile. En effet, si l'on constate ce genre de réflexe malvenu dans le champ scientifique, alors dans le champ non scientifique, je vous raconte pas. En fait, l'exportation de la culture populaire japonaise en Occident n'a probablement rien arrangé à l'affaire, dessinant, littéralement le cas échéant, un monde de samouraïs et de geisha et de yakuza, auquel on ajoute éventuellement les kamikazes, autorisant tous autant de lectures simplistes d'une société forcément plus complexe. Et ceci de manière particulièrement navrante parfois, même dans les relations internationales au plus haut niveau. Ai-je besoin de rappeler cet exemple parmi tant d'autres de la bêtise et de l'ignorance de Donald Trump concernant le Japon, pays de guerriers samouraïs? Mr. President, un Ogami Itto pourrait éventuellement faire un bond de 25 mètres de haut pour découper un missile nucléaire nord-coréen avec son katana, s'il est en forme, mais même sur un mode moins épique, il n'y a plus de samouraïs au Japon depuis Meiji, et ce n'est pas là le comportement du salariman lambda.
tout en notant que la représentation de ce dernier également doit sans doute être pondérée. Et c'est bien de pondération qu'il s'agit. Groupisme, harmonie, wa, dedans dehors, uchi soto, dépendance affective, amae, onne tatemae, gin, on, mitate, autant de nipologies. Mais cela signifie-t-il que toutes ces notions soient vides de sens? En fait, probablement pas. Le problème, c'est leur extension inconsidérée, a fortiori quand on succombe à la tentation toujours malvenue de l'essentialisme, du critère unique, suffisamment déterminant en tant que tel, et expliquant tout. On peut reprendre l'exemple du groupisme. Dire qu'il n'y a pas d'individu au Japon est faux, et de même pour ce qui est de dire que tout y passe par le groupe. Pour autant, la société japonaise semble bel et bien accorder une certaine importance au groupe en tant que notion, et sous bien des avatars, à l'école, dans l'entreprise, etc., d'une manière sans doute différente de ce qui se produit en Occident. Mais la perspective se renverse car l'individualisme supposé des Occidentaux n'est sans doute pas aussi forcené qu'on le prétend parfois, notamment au Japon, mais pas seulement, loin de là. Dans les deux cas, c'est une question de degré, avec à la base une conception éventuellement différente de l'individu. Claude Lévi-Strauss ainsi a pu avancer que celle-ci en Occident était plutôt centrifuge et plutôt centrifète au Japon. Mais l'individu a bien sa place dans les deux sociétés et le groupe aussi. Et les stéréotypes véhiculés par les Occidentaux? Sans doute sont-ils majoritairement erronés en tant que tels, mais peut-être certains, à la condition donc d'être pondérés, peuvent-ils s'avérer au moins vaguement pertinents, au moins propices à l'exploration de thématiques autrement riches que la seule formulation d'un bête préjugé. C'est semble-t-il l'objet de ce petit ouvrage qui liste 20 idées reçues à formuler, pondérer, creuser. Une approche qui ne me permet pas de me livrer à un compte-rendu exhaustif à l'évidence, mais citons ces idées reçues pour mémoire avec éventuellement une brève note sur les réponses qu'elles suscitent. La première section s'intitule « Le Japon, l'île absolue ou relative ». Les Japonaises sont tous pareils. On y traite aussi bien du mythe de la classe moyenne hégémonique que de la supposée homogénéité ethnique du Japon. Les deux notions sont des leurs. L'insularité a protégé le Japon de l'étranger. Conception étroite de l'insularité quand les passages ont souvent opéré via plusieurs routes maritimes essentielles. Le Japon a réalisé un miracle économique après la défaite de 1945. Ce prétendu miracle a des raisons très concrètes, liées notamment à la politique américaine dans la région. Le Japon est le paradis de la haute technologie. Le Japon est le pays des robots et des mangas. Les Japonais copient tout et en mieux. Alors, cette version très réductrice de la notion de mitate nie une création proprement japonaise qui a toujours existé. Pour autant, les emprunts sont importants dans la société japonaise qui s'est avérée particulièrement apte au transfert de technologies notamment. La deuxième section met l'accent sur la géographie, discipline de Philippe Pelletier. Le Japon est sans cesse frappé par les catastrophes naturelles. Le Japon manque de ressources naturelles. Alors, ça dépend des ressources et même de manière générale, c'est souvent contestable. Le Japon est surpeuplé. Le Japon manque d'espace. Ces deux idées reçues autorisent des développements très intéressants qui montrent que la place ne manque pas autant qu'on le dit. La tradition prône l'harmonie avec la nature, mais le pays est hyperpollué. Là encore un chapitre très instructif où l'idée reçue est double et à pondérer sous ces deux aspects. La troisième section porte sur le travail, les loisirs et le couple. Le japonais est un drogué de travail et ne prend pas de vacances. Ça change. Ça a probablement été vrai, mais ça l'est de moins en moins. Le japonais travaille à vie dans la même entreprise. L'emploi à vie n'a jamais concerné que les plus grandes entreprises et il n'est plus à l'ordre du jour. Le Japon est le royaume des arts martiaux. Ils y sont peu pratiqués. D'autres sports ou loisirs sont largement plus importants dans la société japonaise qui n'y associent peut-être pas les mêmes valeurs. La femme ne travaille pas et reste à la maison. La femme est soumise aux hommes et à son mari. Alors, pour ces deux dernières idées reçues, la situation évolue, même si lentement. Je vous renvoie à mon compte-rendu de Japon, la crise des modèles de Myriel Jolivet, et bientôt je vais faire une autre chronique portant sur Japonaise la Révolution douce d'Anne Garrigue. Dernière section enfin titrée « Les Japonais sont-ils inquiétants ?» La jeunesse japonaise est désespérée. Alors, il y a du vrai, mais probablement pas autant qu'on le dit. Mais c'est peut-être surtout qu'on le dit, justement, et je vous renvoie à nouveau à Japon, la crise des modèles. Sous le titre L'Empire des Sens, le titre du film d'Oshima Nagisa recouvre divers aspects de la sexualité telle qu'elle est perçue dans la société japonaise, un champ où les évolutions sont notables et complexes. La société japonaise est envahie par le sexe et la violence. Beaucoup moins qu'on le prétend et pas de la même manière si des problèmes sont à relever. C'est le pays des yakuza et des kamikazes, des représentations bien trop simplistes de réalités autrement complexes, mais aussi en l'occurrence exceptionnelles. Ce petit ouvrage de Philippe Pelletier s'avère instructif et utile.
relativement récent, bon, une dizaine d'années. C'est beaucoup à mains égards, mais moins que nombre d'essais sur le Japon que j'ai pu lire et qui auraient vraiment besoin d'être réactualisés. Il offre une brève synthèse des représentations du Japon, en son sein comme depuis l'extérieur, approche pertinente et qui comporte son lot de révélations, sur le ton approprié cependant, sans jamais en faire trop par pur esprit de contradiction, une tendance pas toujours facile à réfréner. Ceci étant, certains aspects, de manière assez visible, auraient bien besoin d'être prolongés jusqu'en 2017, car les choses ont pu changer. Ainsi, par exemple, des considérations sur les catastrophes naturelles et la pollution. Depuis, il y a eu le séisme du Tohoku en 2011, débouchant sur la catastrophe de Fukushima, qui a peut-être changé la donne. Que Philippe Pelletier lui-même ait conçu après coup, en collaboration, une nouvelle édition de son Atlas du Japon, avec le sous-titre éloquent Après Fukushima, une société fragilisée, me paraît assez éloquent. Mais cette lecture demeure bienvenue, d'autant que j'ai particulièrement apprécié cette approche assez subtile. Il ne s'agit pas de rejeter en bloc les idées reçues, mais de voir si elles peuvent avoir au moins pour partie une forme de pertinence tout en réfléchissant aux raisons de leur formulation. C'est en même temps l'occasion de se pencher sur les représentations de la société japonaise, non seulement depuis notre point de vue extérieur d'occidentaux, mais aussi au sein même du Japon via les nippologies. Le miroir se fragmenterait-il ? Je n'en sais rien. Mais la question doit toujours être à l'étude, et cette lecture constitue sans doute un bon préalable pour s'engager dans cette voie.